Bonjour, dans cette capsule, on va voir l'ordonnancement dans le cas de Windows. Donc, l'ordonnanceur de Windows est préemptif et à fil multiple. On a 32 niveaux de priorité et les priorités sont dynamiques. Windows, un peu comme on a vu avec le code Linux, va ordonnancer les threads et pas les processus. Donc, ça donne un meilleur niveau de granularité. Si on veut, on ordonnance les threads individuellement plutôt que les processus. Comme on a vu, les processus peuvent, eux, contenir plusieurs threads. Donc, on y va vraiment avec le meilleur niveau de granularité. Windows ne contient pas un module autonome qui va être dédié à l'ordonnancement. En fait, le code de l'ordonnanceur va être plutôt exécuté par un thread ou par un deferred procedure call, donc un appel de procédure différé. Le code de l'ordonnanceur est exécuté par un thread dans les trois cas suivants. Donc, dans ces trois cas-là, il va y avoir un appel du code de l'ordonnanceur. Donc, premièrement, si jamais un thread exécute une fonction qui fait basculer son état vers l'état bloqué, donc entrée-sortie, sémaphore, mutex, etc., cette fonction fait un appel au code de l'ordonnanceur pour sélectionner un successeur, étant donné que le thread courant vient de basculer vers l'état bloqué. Donc, deuxième cas, donc si jamais le thread exécute une fonction qui signale un objet comme un sémaphore, un mutex, un événement. Donc là, on va encore faire appel au code de l'ordonnanceur pour vérifier l'existence d'un thread prêt qui est plus prioritaire. Si c'est le cas, on effectue un basculement vers ce thread. Sinon, un troisième cas, c'est si le quantum du thread qui est en train de s'exécuter a expiré. Donc, le thread va passer en mode noyau, puis va exécuter le code de l'ordonnanceur pour vérifier s'il y a un thread existant plus prioritaire. Si on se souvient dans Linux, quand le quantum était expiré, quand le temps CPU alloué était expiré, on envoyait ça dans un tableau expired. Puis après ça, on faisait l'élection d'un autre thread dans le tableau des processus prêts. Donc ici, vraiment, à chaque fois que le quantum est expiré dans Windows, le thread va passer automatiquement au mode noyau, puis on va vérifier s'il y a un thread prêt qui est plus prioritaire. Donc, comme on a dit, l'ordonnanceur est aussi appelé à la fin d'une entrée-sortie et à l'expiration d'un timeout. Donc, l'interruption de fin d'entrée-sortie, ou celle associée à un timeout, va programmer un appel de procédure différé. Donc, cet appel de procédure différée va exécuter le code de l'ordonnanceur pour vérifier si le thread qui est maintenant débloqué est plus prioritaire que le thread courant. Si c'est le cas, étant donné qu'on a dit que Windows était préemptif, un basculement vers le thread débloqué va être réalisé. L'API Win32 fournit deux fonctions pour influencer l'ordonnancement des threads. Donc, on a cette priority class qui définit la classe de priorité de tous les threads du processus appelant. Donc, est-ce que c'est un thread real-time avec une haute priorité au-delà de la normale, normale, sous la normale ou idle? On a aussi la fonction setThreadPriority qui définit la priorité relative d'un thread par rapport à sa classe de priorité. Donc, time critical, highest, above normal, normal, below normal, lowest, idle. Donc, les combinaisons de classes de priorité et de priorité relative sont mappées sur 32 priorités. Donc, on a un tableau ici qui montre les priorités de base. Chaque thread a une priorité de base et une priorité courante qui peut être élevée, qui peut être plus élevée que celle de base, mais jamais plus basse. Donc la priorité de base, c'est vraiment le minimum de priorité que ce thread-là peut avoir. L'ordonnanceur sélectionne le thread le plus prioritaire. Ce thread va s'exécuter pendant un maximum de quantum, qui est, dans le cas de Windows, 20 millisecondes par défaut, 120 millisecondes. On distingue quatre classes de processus légers. Donc, on a en fait, quatre classes de tâches. Donc, on a les threads en temps réel. Donc, chaque thread de cette classe a une priorité comprise entre 16 et 31. Sa priorité ne change jamais. On a les threads utilisateurs. Donc, chaque thread de cette classe a une priorité comprise entre 1 et 15. Sa priorité varie durant sa vie, mais reste toujours comprise entre 1 et 15. Donc, ça ne peut pas aller plus haut, plus bas. Il migre d'une file à l'autre avec l'évolution de sa priorité. Donc, il faut se rappeler, c'est un ordonnancement avec fil multiple.
On a la classe de le thread 0, donc priorité 0, s'exécute en arrière-plan lorsque toutes les files de priorité supérieure sont vides. Il se charge de la remise à zéro des pages libérées. On a aussi le thread idle qui s'exécute si toutes les files sont vides. La priorité courante d'un thread utilisateur est augmentée lorsqu'il sort de l'état bloqué après avoir en fait une fin d'entrée-sortie. Donc, on gagne. Cette priorité-là va être augmentée de 1 pour un disque, 6 pour clavier, 8 pour la carte de son, etc. On a l'acquisition aussi lors de l'acquisition d'un sémaphore, d'un mutex ou de l'arrivée d'un événement, on va venir monter cette priorité-là. Il faut vraiment se souvenir que Windows utilise une évolution dynamique des priorités. Donc, la priorité courante d'un thread d'utilisateur, comme on a dit, ne peut jamais dépasser 15. Donc, c'est compris entre 1 et 15. La priorité courante d'un thread d'utilisateur est diminuée de 1 s'il consomme son quantum et sa priorité courante est supérieure à sa priorité de base. Maintenant, un problème qu'on a vu tout au long du cours, en fait, le problème d'inversion de priorité. Donc, supposez qu'un producteur et un consommateur sont dans le système. Le producteur a une priorité de base 12, puis il est bloqué parce que le tampon est plein. Le consommateur a une priorité de base 4 et est en attente car il y a un thread de priorité de base 8 qui monopolise le processeur. Si un thread à l'état près reste trop longtemps en attente du processeur, ce qui va se passer, c'est qu'il va se faire attribuer une priorité de 15 pendant 2 quanta. Donc, on va venir monter sa priorité pendant un certain nombre de temps pour essayer d'y donner une petite chance, si on veut, de s'exécuter. Donc, accélérer le thread pour éviter les problèmes de famine et d'inversion de priorité. À la fin de ces 2 quantas, le thread reprend sa priorité de base, puis on continue l'exécution comme avant. Donc, c'est quand même une très belle stratégie ici qui est utilisée pour donner une chance aux tâches qui peuvent pas s'exécuter, qui sont en fait bloquées, pour éviter le problème de famine puis d'inversion de priorité. Donc, aussi, c'est le Balance Set Manager qui se charge de la recherche de tels threads. Donc, toutes les secondes, on va venir regarder les threads qui pourraient être victimes de ce genre de problème-là. Afin de minimiser le temps CPU consommé par ce Balance Set Manager-là, on a un nombre limité, par exemple 16 de threads qui sont examinés à chaque passage. Donc, on borne vraiment la recherche de ce thread-là. Puis, on va regarder les tâches suivantes à son prochain passage. Donc, finalement, le Balance Set Manager limite le nombre de threads à accélérer, par exemple à 10. Donc, on ne va pas tous les accélérer, on borne ça aussi. Donc, c'est tout pour le cours, pour le code Windows, pour l'ordonnancement. J'espère que cette capsule-là vous a aidé à mieux comprendre comment fonctionne Windows. Il va y avoir un chapitre, en fait, le chapitre 9 est dédié à l'API Win32, au fonctionnement de Windows. Donc, ça, c'est vraiment plus comme une introduction, comprendre comment Windows ordonnance les threads. Donc, j'espère que vous avez apprécié, puis à la prochaine.